vais revenir un tout petit peu, non pas sur l'historique, mais sur ce qu'on appelle un haut champ et un bas champ. Et surtout, je voulais vous présenter ce qui, moi, je trouve un peu unique à Paris-Saclay, c'est l'écosystème dans lequel on évolue, parce que sur un périmètre de moins de 5 km, on peut passer de 11,7 Tesla corps entier à 10 millitesla corps entier. Donc on est sur 4 ordres de grandeur d'écart, enfin 3 ordres de grandeur d'écart entre les intensités de champ. Donc 1000, on a un facteur 1000, et ça c'est vraiment assez incroyable. Et vous montrer les avantages et les inconvénients des différentes approches. Donc c'est le but de ma présentation. Alors, un bref historique sur la terminologie et la sémantique qu'on utilise, et ce que disaient Luc et Xavier, c'est très juste, c'est que le champ a évolué, l'intensité du champ évolue, et son nom également. Donc, VLF, c'est pour Very Low Field, c'est le terme qui est plus ou moins consacré dans la littérature. UHF, c'est pour Ultra High Field, donc les très hauts champs. Et on voit que dans les années 80, 1,5 Tesla, c'était considéré comme un haut champ, et 100 millitesla, 500 millitesla, c'était le champ standard. Si on vient dans les années 2000, le haut champ, c'est plutôt 3 Tesla, 7 Tesla, alors que le champ standard, c'est plutôt un 5 Tesla, et 100 millitesla, on parle de bas champ. Et dans les années 2020, le ultra haut champ, c'est ce qui est supérieur à 7 Tesla. Le haut champ, c'est plutôt autour de 3 Tesla, 7 Tesla. Le champ standard, c'est un 5, 3 Tesla, et c'est jamais très comparti. C'est pas, les parois sont plus ou moins poreuses, hein. Et puis le champ le 0,55 Tesla, finalement, c'est ce qu'on va appeler du bas champ. Et en deçà de 100 millitesla, c'est ce qu'on appellera du très bas champ. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'au fil des années, la sémantique a changé. Et un point que je trouvais vraiment assez intéressant à mettre en évidence, c'est que ça, c'est 2 acquisitions qui ont été obtenues à 1,5 Tesla. La première dans les années 80, la deuxième dans les années 2009. Et ce qu'on peut observer, c'est que la qualité de l'image n'est pas uniquement dépendante de l'intensité du champ. Et ça, c'est un point sur lequel j'insisterai au fur et à mesure de mon topo, c'est qu'il y a d'autres éléments qui sont à prendre en considération, et c'est pour ça que maintenant, on peut commencer à rêver, à faire des images de bonne qualité diagnostique à des intensités de champ relativement basses. Donc on aime bien les cartes, et on ne s'était pas concerté avec Nicolas, mais c'est pour vous montrer un peu l'écosystème dans lequel on évolue. Donc là, ici, pour ceux qui connaissent, c'est la Nationale 118. Nous, on est dans la vallée, Biomaps pour le moment, et puis ça faisait du sens sur les intensités de champ auxquelles on travaille. Et Neurospin est sur le plateau, et on est à moins de 5 km de distance, hein, avec un peu de dénivelé quand même. Et c'est dans cet environnement qu'on évolue, et je vais vous montrer un petit peu les différents appareils qui sont disponibles et leurs caractéristiques. Donc je commence par le 11,7 Tesla qui est accessible à Neurospin. Ça, en haut, vous verrez les photos des appareils qui sont pas forcément contractuels, vous verrez pourquoi ensuite. Et en bas, en dessous, des images de coupe axiale du cerveau, et j'ai essayé de prendre à chaque fois le même genre de contraste pour que vous puissiez comparer. Donc, vous voyez déjà que cet appareil, là, c'est une maquette, hein, et vous voyez que le personnage est tout petit en regard de l'aimant, qui a un tunnel qui fait 5 mètres de long. Donc ça, c'est vraiment très imposant. Et vous voyez ici le lit pour mettre le patient, qui est relativement élevé. Donc il faut un petit strapontin, un petit escabeau pour pouvoir monter sur le lit du patient et rentrer dans l'aimant. Une fois que vous êtes dans l'aimant, vous êtes complètement dans l'aimant. Donc ça, c'est les dimensions nécessaires pour atteindre des champs aussi intenses avec une très très bonne homogénéité. Et vous voyez que ça fait des images d'une qualité assez exceptionnelle. On est sur des résolutions spatiales qui sont de l'ordre de la centaine de microns cubes, avec in vivo. On descend un peu, et là, Stanislas, tu vas reconnaître. Donc la photo n'est pas contractuelle. Ça, c'est le 7 Tesla qui est au CRMBM à Marseille, parce que j'ai pas trouvé de 7 Tesla de Neurospin facilement. Pareil, toujours un aimant relativement long, un tunnel important, enfin un tunnel qui a une longueur qui est au-delà de 2 mètres, un lit qui est grand, et puis l'image, le type d'acquisition que ça permet d'obtenir. On continue à descendre en champ. Un 3 Tesla, donc il y en a un Neurospin, et puis il y a le PET-MR dont parlait tout à l'heure Régine, qui est à Biomaps. Vous pouvez observer que l'aimant devient beaucoup plus en taille, beaucoup plus réduit, donc beaucoup plus confiné. Les dimensions se réduisent. Ça va permettre, et je reviendrai dessus, de rendre ces systèmes un peu plus ouverts, plus faciles d'accès, et donc moins impressionnants pour toutes les personnes qui seraient claustrophobes, par exemple. Et voilà, l'arrivée du
0,55 Tesla, qui a toute sa place ici. Vous voyez que ça complète finalement les intensités de champ qui étaient déjà disponibles sur l'université. J'ai trouvé intéressant de montrer une photo de son arrivée. Donc là, il est transporté par une grue, et on voit qu'il est très compact comme aimant. Il fait moins d'1,50 m de long, donc il est tout petit. Et ici, en fonctionnement, avec le lit qui est pareil de taille tout à fait classique pour des appareils cliniques. Et enfin, pardon, dans l'autre sens, le 10 millitesla. Alors, j'ai pas vu Claude Fermont, mais c'est un appareil qui est développé par un chercheur qui travaille au CEA. Donc, c'est un appareil qui est complètement designé à la main. C'est un 10 millitesla, donc il a les mêmes dimensions que les IRM classiques, enfin que cliniques, pardon, que je vous ai montré ici. Et voilà le type d'image que ça permet d'obtenir. Pardon, j'ai pas mentionné l'image qui était faite sur les 0,55 Tesla. Donc, c'est des images qui sont de très bonne qualité, sur lesquelles on pose des diagnostics sans problème. Et je voulais attirer votre attention sur ce qu'on est capable de faire. Alors, ça n'a pas été fait ici. Ça a été fait à Aberdeen sur un 6,5 millitesla. Je rentrerai pas dans les détails. Donc, l'image a pas les mêmes résolutions spatiales, ça c'est indéniable. Néanmoins, elle porte une information. Et le message sur lequel je voulais attirer votre attention sur cette diapo, c'est finalement la qualité de l'image ne fait pas tout. Et pour poser un diagnostic, il faut que l'information soit pertinente. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir une très 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 haute résolution pour réussir à répondre à une question clinique. Et donc, maintenant que je vous ai présenté un peu le panorama des ensembles des IRM auxquels on a accès ici, donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'on a 3 ordres de grandeur entre le 10 millitesla et le 11,7 Tesla. On a des images qui sont de nature assez différente, finalement, en termes de contraste. Et pareil, je reviendrai dessus. C'est vous expliquer les motivations qui poussent les chercheurs à travailler à tel ou tel champ. Les chercheurs et puis les cliniciens à travailler à tel ou tel champ. Donc, je l'ai présenté de la manière suivante. Je vous ai remis ici les intensités de champ, la sémantique des années 2020, Very Low Field pour le 10 millitesla, Low Field pour le 0,55 Tesla, le champ standard et Ultra High Field au-delà de 7 Tesla, et les avantages et les inconvénients à travailler à chacun de ces champs. Alors le premier point, c'est que il est communément admis de considérer en IRM que le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire ce qui va vous déterminer la qualité de votre image, c'est proportionnel à B0 puissance 7 quarts. Et ça veut dire que une acquisition qui prendrait 1 minute à 3 Tesla, si vous voulez faire une acquisition de la même qualité à 50 millitesla, ça va vous prendre 3 ans. Donc on comprend tout à fait l'intérêt à vouloir monter en intensité de champ parce qu'on va avoir une réserve de signal bien plus importante. Ça va nous faire économiser du temps. Mais c'est pas sans contrepartie. La première, c'est que pour pouvoir avoir des aimants qui sont au-delà du Tesla, on est obligé de travailler avec des matériaux supraconducteurs. Donc type nobium titane, et donc des aimants supraconducteurs, ça nécessite de les refroidir en deçà d'une certaine température, qu'on appelle la température critique, et c'est des températures qui sont relativement basses, on peut travailler à une dizaine de Kelvin, et pour rappel, 0 degré Celsius, c'est 273 Kelvin, donc on est en deçà de 200 degrés Celsius, et pour ça, on doit travailler avec des systèmes de cryogénie. On va utiliser de l'hélium liquide, donc ça, c'est des valeur que j'ai trouvée sur le site du CNRS. L'hélium liquide, c'est 35 € le litre. Et pour refroidir un IRM à 3 Tesla, il faut entre 1,65 et 1,8 mètres cubes. Et donc, on est à 35 kg € le mètre cube. Donc, il y a un vrai coût de mise en place d'un aimant qui est réfrigéré. C'est encore plus vrai dans le cas d'un 7T qui a des volumes bien plus importants. Et dans la technologie du 0,55 Tesla, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle les systèmes avec liquide cryogénique free, c'est qu'on a besoin de toute petite quantité d'hélium, et donc sur le système que vous verrez en bas, c'est 0,7 litres. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. L'autre point que j'avais pas l'intention de mentionner, mais qu'on a trouvé chouette aussi, c'est qu'il quench pas. On peut le faire transiter, mais sans quencher. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de revenir apporter de l'hélium. L'hélium circule en vase fermé, et donc il n'y a pas de perte d'hélium. Et ça, d'un point de vue écologique aussi, c'est très important parce que l'hélium, c'est une denrée rare. Alors, on regarde des approches champ intermédiaire, bas champ, champ intermédiaire. Je voulais juste faire un petit clin d'œil aux très bas champs, qui sont des structures qui sont soit en cuivre, soit avec des aimants permanents. Donc ici, c'est une structure de Halbach pour faire de l'IRM tête. Ça, c'est des aimants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ceux-là, ils sont refroidis soit à l'eau, soit à l'air. Donc c'est extrêmement peu coûteux. J'ai dans les autres points, donc dans les autres motivations qui sont de l'ordre économique, c'est donc le coût de l'achat d'un IRM. Donc j'ai repris l'idée d'un collègue, Alexandre Vigneault, qui avait montré le prix des aimants en fonction, donc le prix à l'achat en fonction de l'intensité du champ.
Donc on voit que le prix est croissant en fonction de l'intensité du champ. Alors attention, c'est une échelle log, hein. Donc ça veut dire que quand vous passez de 10 puissance 3 à 10 puissance 4, vous avez multiplié le prix par 10. Et donc on voit qu'il y a un vrai impact financier à acheter un champ à acheter un aimant à plus bas champ. J'ai pas rajouté, Alexandre s'était amusé à regarder le coût au Tesla. Bon, et donc on voyait que les deux aimants les plus chers, c'était le 11,7 Tesla et le 64 milli Tesla. Mais c'est pour ça que je voulais pas le mentionner ici. Il y a un coût de fonctionnement, donc il y a pas mal de laboratoires et surtout de laboratoires de radiologie qui font des études de coût de fonctionnement de leur appareil pour voir combien la puissance qui est nécessaire pour les faire fonctionner. Donc, quand ils sont au repos versus quand ils sont en train de scanner, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de ce point de vue-là. Et puis, comme les IRM sont utilisés de 6 heures du matin à peu près à 11 heures du soir, la nuit ils sont en stand-by, mais ils consomment quand même. L'infrastructure aussi est coûteuse. Et enfin, il y a l'accessibilité aux patients. Donc j'en dis deux mots, mais Angéline, je sais que tu reviendras dessus. C'est ces aimants bas champ, ils sont avec des tunnels qui sont beaucoup plus ouverts. Donc ça permet de faciliter l'accès à toute une population qui serait claustrophobique ou qui aurait des problèmes de confinement. Et puis il y a également le fait de descendre en intensité de champ, ça va permettre d'être beaucoup plus compatible avec des personnes qui auraient des implants actifs ou des implants passifs. Donc voilà, donc ça permet aussi l'accessibilité aux enfants et de leur permettre de passer un IRM sans nécessairement les sédater. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux à travailler sur des structures ouvertes comme celle-là, enfin plus ouvertes. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis les motivations, puis à chaque fois vous verrez où est-ce que j'ai situé les motivations, donc plutôt négatif pour les hauts champs parce que ça coûte cher et écologiquement c'est pas l'idéal, plutôt positif de travailler à bas champ pour les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Il y a une autre motivation qui au-delà du signal, qui est en faveur des hauts champs, c'est l'effet de la susceptibilité. Donc la susceptibilité, c'est un phénomène qui consiste à regarder comment la matière est capable de s'aimanter. Et c'est une source de signal. Et typiquement, c'est une source de signal qui est utilisée pour faire de l'imagerie fonctionnelle type imagerie BOLD, parce qu'on va plus on va augmenter l'intensité du champ, plus on aura une sensibilité à ce phénomène. Donc là, il y a un vrai enjeu à monter et à travailler à des champs de 7 Tesla et de 11,7 Tesla, et c'était une des motivations d'augmenter l'intensité. Il y a également l'imagerie de susceptibilité qui permet de remonter à la susceptibilité des tissus. Mais cette source de signal, c'est également une source de bruit. Typiquement, cette susceptibilité, ça va créer des distorsions de géométriques aux interfaces avec les tissus. Ici, j'ai pris l'exemple d'une vis. Donc, vous avez une image de la moelle, de la colonne vertébrale, avec ici deux implants, deux vis, et on voit ces effets d'hyposignal. Donc, on a une perte de l'information qui est exacerbée quand on augmente l'intensité du champ. Donc, ce phénomène d'effet de susceptibilité, il a des avantages, mais il peut avoir des inconvénients. Et en particulier dans un organe qui nous intéresse beaucoup au laboratoire, et Xavier va revenir dessus très largement, c'est sur le poumon, parce que le parenchyme pulmonaire, c'est un tissu dans lequel il y a des interfaces air-tissu très importants, et donc des effets de susceptibilité très importants. Donc il y a un vrai enjeu à descendre en intensité de champ. Alors j'ai mis ces images, c'est pas forcément les plus explicites, et Angéline en montrera des qui sont beaucoup plus marquantes, mais c'est des images qui ont été acquises par Timothée très récemment, et on les trouvait assez spectaculaires pour les mettre en évidence, et Xavier aura l'occasion de les détailler un peu plus. Donc voilà, donc la susceptibilité, c'est un avantage, c'est indéniablement un avantage des hauts champs, mais c'est également un problème qui doit être pris en considération. Un autre point, c'est les effets du champ sur l'organisme. Donc, j'ai pris deux éléments, et il y en a d'autres également, mais c'était les deux que je voulais mettre en évidence. La question liée au DAS, le dépôt d'absorption spécifique, pour faire une acquisition d'IRM. Alors, je le dis, c'est assez vulgarisé, c'est comme si on vous mettait dans un micro-ondes, donc on va venir déposer de la puissance dans l'organisme. Et c'est d'autant plus vrai qu'on va travailler à des intensités de champ élevées. Et là, vous avez une simulation des dépôts de puissance que vous pouvez considérer comme un rehaussement de température dans le corps humain. Donc ça, c'est sur un fantôme qui représente une femme. Et on voit qu'il y a une élévation de puissance bien plus importante au niveau du torse qu'au niveau des bras. Et c'est personne dépendante. Donc c'est vraiment des considérations qui sont compliquées à prendre en compte, compliquées à prendre en compte, mais qui sont
absolument nécessaire. Et plus on monte en champ, plus ces questions de safety sont importantes à appréhender. Et donc ça, c'est un gros avantage des bas champs, puisque c'est moins compliqué. Et il y a un autre phénomène, c'est lié à l'inhomogénéité du signal. Donc on appelle ça le B1 inhomogénéité, puis je vous ferai pas un cours dessus, mais vous voyez qu'une acquisition à 0,55 Tesla versus, je me suis trompée, c'est un 5 Tesla, excusez-moi, versus 7 Tesla, ben on voit des hyposignaux en périphérie de l'image du cerveau ici, qui empêchent de poser un diagnostic. Et ça, c'est lié à la façon d'exciter le signal qui est spatialement inhomogène et donc qui ne permet pas d'avoir de l'information partout. Donc ça, c'est des points qui sont, toutes les questions de safety, c'est des points qui sont plutôt en défaveur des hauts champs parce qu'il faut vraiment les prendre en compte et ça nécessite ça nécessite pas mal de travail. Et je sais que sur le projet ISULT, ces deux points-là sont vraiment au cœur des recherches. Et c'est le sujet des doctorants qui nous écoutent actuellement, parce que j'en ai croisé une tout à l'heure. Et alors, le dernier point qui, moi, je trouve est le plus scientifiquement intéressant, mais ils sont tous importants, mais celui-là, c'est celui qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est lié à la nature du signal RMN qu'on va venir observer. Donc ici, vous avez une figure, enfin un graphe qui vous représente une information qui est dépendante de l'intensité du champ, quelque part. Et là, c'est le signal, le temps de relaxation des tissus, c'est ce qui va être à l'origine de l'information qu'on va être capable de récupérer dans nos données IRM. Et dans le cas de deux tissus, donc la matière blanche et la matière grise, et on voit que les temps de relaxation de ces deux tissus sont différents. Et c'est grâce à ça qu'on a des contrastes sur nos images, hein. Matière blanche, matière grise, des contrastes ça permet de contraster le fait d'avoir ces T1 différents. Et ce qu'on observe, c'est que ils évoluent en fonction de l'intensité du champ auquel on travaille. Et donc, monter en champ, c'est pas optimiser nécessairement le contraste de l'information. Enfin, c'est pas nécessairement optimiser le contraste, et c'est ce qu'on observe sur ces trois images qui ont été acquises à 1,5, 3T et 7T. Là, bon, évidemment, la résolution est bien meilleure, c'est indéniable, mais si on vient regarder le contraste matière blanche, matière grise, il est bien moins bon que ce qu'on pourrait obtenir à 1,5 Tesla. Donc il y a vraiment tout un champ d'application pour aller chercher des nouveaux contrastes à bas champ et à très bas champ. Et c'est le point c'est un des points de nous d'intérêt. Donc voilà, ça je l'ai mis dans les points positifs à vouloir travailler plutôt à bas champ. La contrainte, vraiment, c'est ce bas signal. Et il se trouve que au laboratoire, on a donc ça va nécessiter d'aller travailler, d'aller regarder des nouvelles façons d'observer le signal. Donc Angéline t'en touchera deux mots et puis Stanislas t'en parlera très largement. Et ça, c'est des choses qu'on fait au laboratoire. Il y a également quelque chose qui est de l'ADN de l'U2R2M, IR4M et maintenant Biomaps, c'est tout ce qui est l'instrumentation en imagerie et de comment faire des détecteurs qui soient beaucoup plus sensibles et comment jouer sur comprendre l'instrumentation pour pouvoir améliorer le rapport signal sur bruit. Donc ça, c'est des choses que on fait au laboratoire. Et enfin, il y a toute la question de l'apport de l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer la qualité des images a priori ou a posteriori. Et ça, c'est des travaux qui sont menés par Dima Rodriguez. Donc, on a toutes les clés en main ici pour pouvoir jouer autant que possible avec ce nouveau 0,55 Tesla. Et la fin de mon propos, c'était de dire que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir ces différentes intensités de champ, non pas chercher la meilleure par rapport aux autres, c'est voir comment elles sont complémentaires les unes par rapport aux autres. Et compte tenu de l'environnement dans lequel on est, choisir le champ en fonction de l'application qu'on vise, puisqu'on a accès à tous ces aimants. Donc, pour conclure, un grand merci à Rosemary, parce que franchement, sans toi, je crois qu'on l'aurait pas reçu, cet aimant. Enfin, de mon point de vue, merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe, parce que, ça c'est l'équipe IRM, donc on a dû prendre la photo en 2 fois, vous pourrez jouer à chercher les différences. Le groupe de chercheurs est vraiment incroyable, et le groupe des doctorants et postdoctorants avec qui on travaille et qui, j'espère, m'écoutent là maintenant, sont vraiment géniaux. Donc on est dans des conditions assez idéales pour travailler sur les thématiques qui vont vous être présentées par Angéline dans quelques minutes. Voilà, je vous remercie.